Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Bénin. 1 millier de camions bloqués depuis plus d'1 mois à la frontière nigérienne. Après le Bénin, nous irons au Niger, puisque le premier sujet parlera aussi du Niger. Niamey dénonce les accords militaires avec le Bénin. Ce sera après le Burkina, une colonne de près de 300 terroristes traités dans le centre du pays. Puis nous terminerons par le Togo, Office togolais des recettes, mention très bien au premier semestre 2023. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Guillaume. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, également journaliste et directeur général de Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Bonsoir mes chers co-débatteurs. Bonsoir. Et notre 3e invité aujourd'hui, Credo Tété, vous êtes également journaliste au journal Le Médian. Bonsoir Credo, bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Bénin. Plus d'1 mois après le putsch militaire au Niger, les sanctions de la CEDEAO sont toujours en vigueur et des milliers de marchandises sont toujours bloquées derrière la frontière. Au Bénin, par exemple, plus de 6000 tonnes de marchandises du programme alimentaire mondial sont retenues près de la frontière. Plus d'1 millier de camions restent bloqués du côté du Bénin, donc sur une distance de plus de 25 km après la frontière de Malanville. Dans le même temps, des millions de Nigériens sont dans le besoin et effectivement, les sanctions de la CEDEAO sont toujours en vigueur. Le Bénin applique ces sanctions. Le Niger en souffre. Credo Tété. Oui, je crois que c'est une situation qui est assez compliquée, mais le Bénin est dans la logique de respecter les sanctions prises par les chefs d'État de la conférence de la CEDEAO. Donc le Bénin a accepté d'appliquer ces sanctions et aujourd'hui ce sont les populations nigériennes qui sont dans le gouffre, plus d'1 millier de camions bloqués. Donc il faut compter avec le commerce international, ce que ça peut avoir comme, disons, conséquences sur non seulement le commerce, même sur les questions de santé et puis d'environnement, les questions sociologiques entre les relations entre ces deux pays. Donc c'est une situation qui est à déplorer, mais c'est un choix du Bénin de respecter strictement les décisions de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Maintenant, au-delà de cette situation, si on veut mettre un peu d'humanisme là-dedans, donc nous dirons sur ce plateau qu'il faut que ces sanctions complètes, pour que ces sanctions soient rapidement levées, parce que ce ne sont pas les nouvelles autorités nigériennes qui vont payer directement, qui vont faire les frais directement de ces sanctions, mais c'est beaucoup plus les populations nigériennes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de continuer toujours par plaider ce dossier afin que rapidement une solution soit trouvée entre les nouvelles autorités du Niger et la CEDEAO pour que véritablement les populations ne soient plus victimes de ces sanctions. Ok. Ibrahim Acha, le Bénin applique effectivement les sanctions de la CEDEAO. Le Niger en souffre. Faut-il en vouloir au Bénin? Non, on ne peut pas en vouloir au Bénin. Il faut plutôt remonter vers la CEDEAO. Il y a eu une réunion qui a été tenue à Abuja à la suite du putsch intervenu à Niamey. Et donc, il a été décidé au niveau de la CEDEAO de fermer les frontières et de tout faire pour que en tout cas, la junte militaire au Niger soit isolée. Donc c'est un blocus qu'on a installé ou bien instauré autour du Niger. Mais seulement, cette décision de la CEDEAO ne rime pas avec le droit international humanitaire. Parce que quand vous prenez un peu le plan d'action de la CEDEAO sur le droit international humanitaire, le plan d'action 2019-2023, il a été bien dit que les États membres de la CEDEAO devaient tout faire pour inclure les principes du droit international humanitaire dans leur loi nationale. Et donc si nous partons de ce principe qu'on doit inclure
les principes du droit international dans les lois nationales, ce qui voudrait dire que le principe, par exemple, du droit international, le principe d'humanité, c'est-à-dire l'humanisme dans toutes les actions, parce que quand vous prenez le droit international humanitaire, c'est lorsqu'il y a des situations de conflit, lorsqu'il y a des situations de crise, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, on doit tout faire pour préserver l'intégrité physique et tout ce qui entoure la vitalité, la vie, les moyens, tout ça là, la nourriture, tout de la population civile. Mais dans le cas actuel de la crise nigérienne, nous voyons que les véhicules qui sont stationnés du côté béninois qui devaient entrer au Niger transportent des médicaments essentiels à la vie, transportent de la nourriture essentielle à la vie et transportent beaucoup d'autres choses qui sont indispensables à la vie des citoyens civils ou bien de la population civile au Niger. Bon, quand on bloque tout ça là, on va en contradiction avec ce que la CEDEAO a clamé comme tout faire pour inclure dans les dispositions nationales le droit international humanitaire. Donc c'est pourquoi nous estimons qu'au niveau de la CEDEAO, on doit tout faire pour ne pas être en contradiction avec ce que l'on clame. Alors, tout faire pour ne pas être en contradiction avec ce que l'on clame, n'est-ce pas peut-être ouvrir les vannes et puis faire comme si de rien n'était, parce que là, ces sanctions, on les impose souvent à plusieurs pays. C'est vrai qu'entre-temps, ces sanctions ont été dénoncées par la Cour, mais quelque part, en dehors de ces sanctions, est-ce qu'on dispose d'autres moyens pour faire pression? Non, les sanctions peuvent être prises autrement, puisqu'on vise seulement la junte. Les militaires qui ont pris le pouvoir, c'est eux qu'on veut sanctionner. Donc si c'est eux qu'on veut sanctionner, les sanctions doivent cibler les avoirs des militaires, les militaires qui font partie de cette junte, et en même temps voir éventuellement s'il y a un ravitaillement en termes logistiques ou bien arsenal militaire, ça on peut bloquer ça. Mais la nourriture, les médicaments, mais allez-y voir un peu ce qui se passe à Niamey, ce qui se passe dans les villes nigériennes. Selon les rapports des Nations Unies, mais c'est vraiment une crise humanitaire sans précédent. C'est une crise, comment l'appelle-t-on là, une crise alimentaire aussi, qui affecte des milliers, des millions de citoyens. Est-ce que la CEDEAO va rester comme ça parce qu'on veut punir des gens qui ont pris le pouvoir? On crée des situations désastreuses dans le pays, on affame la population, on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, même dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, les gens ne font que mourir. C'est ça la CEDEAO des peuples? Comprenez? Donc il va falloir que la CEDEAO, les chefs d'État qui font partie de cette organisation sous-régionale, qui, j'avoue, est la meilleure pour le moment en Afrique, ils doivent revoir leur copie, faire en sorte que les choses se passent autrement pour que la population civile au Niger ne puisse pas payer le prix des militaires qui ont pris le pouvoir là-bas. Je donnais des marchandises, des milliers de camions bloqués au Bénin en application des sanctions imposées par la CEDEAO au lendemain du coup d'État au Niger, et le Niger en souffre aujourd'hui. Oui, Guillaume, sur ce même plateau, j'ai eu à dénoncer ce que j'appelais l'échec de la branche politique de la CEDEAO. Ouais. Sur d'autres plans, la CEDEAO a essayé de réussir en quelque sorte ses missions, mais sur l'aspect politique, cette branche a lamentablement échoué. Alors, quelqu'un qui s'inscrit aussi dans la logique de cette CEDEAO politique, en respectant des règles cyniques à l'encontre des populations civiles, malheureusement, contrairement à ce que disait Atta tout à l'heure, qu'on ne doit pas blâmer le Bénin, moi j'ai dit il faut blâmer le Bénin. Alors il faut blâmer tous les pays donc, puisque tous les pays appliquent ces sanctions. Très bien, les pays qui appliquent ces sanctions, je veux dire. Alors le cas du Bénin, c'est ce qui est sur la table. Ouais. D'accord. Alors quand on blâme le Bénin, ce n'est pas Patrice Talon, c'est le système du Bénin qu'il faut blâmer. On ne peut pas respecter une règle sans tenir compte de l'aspect humanitaire de cette règle-là. Quand ce qui concerne l'humanité aujourd'hui qui souffre sur le sol nigérien, écoutez, l'Afrique entière, c'est un même pays, c'est un même village que les Occidentaux ont profité de disséquer ou alors de partager. Maintenant, si nous-mêmes nous savons que des familles qui se retrouvent au Bénin se retrouvent au même moment au Niger, partageant les mêmes frontières, et qu'au nom d'un accord téléguidé, au nom d'un accord, au nom d'un intérêt. Pourquoi vous dites toujours téléguidé ou...
Non, mais écoutez, vous ne savez pas c'est pourquoi on le dit? Non. C'est téléguidé, monsieur. Alors, non, soyons sincères, soyons concrets sur ce que nous sommes en train de dire. De par le passé, on n'avait pas vraiment les idées beaucoup plus claires sur ce qui se passe. Aujourd'hui, même en France, il y a lieu. J'écoutais Mélenchon aujourd'hui en train de se prononcer sur certaines attitudes de la France dans les États africains. Vous comprenez que même en France, on est d'accord que des ficelles sont tenues de l'autre côté et il faut que les États africains affiliés soient des commandos, des marionnettes pour exécuter un certain nombre de principes, tant qu'il va même à l'encontre de la survie de la population africaine. Il faut au moins que cela réponde à l'intérêt plutôt du maître. Alors, si vous vous inscrivez dans cette logique-là, vous ne faites pas du bien à votre population. Donc, ces camions qui sont stationnés là, qu'est-ce qu'ils comportent? La nourriture, le médicament, alors des produits des premières nécessités, comme on le dit. Alors qu'ils sont garés là-bas et qui peuvent souffrir au moins du froid. Il y a même des vaccins qui sont stockés là-bas. Bien sûr, on est d'accord? Tu les produis. Alors, possible. La CEDEAO travaille pour qui, finalement? Pour les animaux? Alors, si les produits qui doivent concourir à la survie de la population sont stockés quelque part et que ceux qui ont besoin de ces produits-là doivent mourir, finalement, c'est quelle CEDEAO? Ce n'est pas pour la population, c'est pour un intérêt inavoué. Et malheureusement, qu'il faut blâmer ceux qui participent à l'exécution, à la lettre, de façon cynique. Ces principes-là, ou alors ces règles-là, sont à blâmer. Ils n'ont qu'à revoir plutôt la copie et comprendre que c'est l'Afrique qui doit être la priorité. Quand il y avait ces fermetures de frontières, entre-temps avec le coup d'État au Mali, vous savez que Air France avait également aussi arrêté ses navettes. Mais il y a eu cette compagnie a quand même négocié d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait une reprise. C'est quel intérêt qui a été visé à l'époque? Mais pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas cibler ses intérêts? L'intérêt de l'Afrique, ce sont ses populations. Alors si on laisse cet intérêt de côté et on veut respecter une règle qui ne dit pas son nom, je suis désolé, c'est cynique. Alors, des voix se sont élevées depuis le début de ces sanctions, de l'application de ces sanctions, pour qu'on allège un peu les sanctions, surtout économiques, qui ont des impacts sur les populations. Mais jusqu'à présent, plus d'un mois après, il n'y a pas eu de changement dans ces sanctions et la population nigérienne en souffre. Pourquoi cette, je dirais, sourde oreille entre griffes de la part des dirigeants de la CEDEAO? Je crois que le silence même des dirigeants de la CEDEAO interroge. Donc, c'est une musique. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous pouvons tabler sur dans quel sens ils veulent aller. Donc, c'est comme si il y a une navigation à vue au niveau de la CEDEAO. Et moi, je voudrais bien répondre à cette question en développant un autre aspect. Vous savez, les sanctions contre le Niger ont été prises dans la précipitation. On pensait envoyer des signaux assez forts qui, dans l'immédiat, dans les 72 heures, allaient faire plier les nouvelles autorités militaires du Niger. Mais ils n'ont pas pensé une seule fois ou bien un seul instant qu'ils vont tenir. Et ils vont tenir tête aux dirigeants de la CEDEAO. Donc, et aujourd'hui, et avant même cette décision, la sortie, je l'ai dit, il y a 3 semaines sur ce plateau, la sortie du président en exercice de la CEDEAO lorsqu'il a été élu au sommet extraordinaire. Donc, lorsqu'il a été élu, il a fait des déclarations, on dirait, c'est quelqu'un qui veut conduire une association de loi 1901. Donc, ces déclarations-là, il était obligé de faire prendre une décision à la conférence des chefs d'État pour être en conformité avec ce qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit plus de coups d'État. Mais est-ce qu'il avait les manettes, est-ce qu'il avait les outils nécessaires pour que ça ne se reproduise plus sur le continent? Donc là, il était dans un rôle assez cynique d'amener la conférence des chefs d'État à prendre des sanctions qui ne feront que corroborer ce qu'il avait fait comme déclaration. Maintenant, les conséquences sont aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau du Niger. La CEDEAO qui prône un commerce entre les États, donc voilà que les produits qui sont destinés au commerce même
sont bloqués. Donc les Béninois aussi en pâtissent. Donc pas seulement les Béninois, mais les autres États membres de la CEDEAO aussi, parce qu'il y a un commerce qui est développé, parce que c'est l'essence même de la création de la CEDEAO. Il y a la communauté économique, donc c'est ce qu'on disait à la base. Mais maintenant, on a comme l'impression que la chose politique a pris le dessus et on prend des décisions à la va-vite. Maintenant, on peut essayer aussi de corriger, de revoir un peu les sanctions. Du moment où il y a déjà une médiation de la CEDEAO qui a pris langue avec les nouvelles autorités, qu'on mette l'intérêt des populations nigériennes au devant, qu'on mette l'homme au centre de toute action de développement et qu'on revoie un tant soit peu la copie. Donc ça ne sera pas un aveu d'échec pour la CEDEAO, mais lorsqu'on est responsable et on sait qu'on a pris des mesures, même pour sanctionner ou bien pour punir un enfant, même dans le cocon familial, si ça n'aide pas l'enfant ou bien si ça va avoir des répercussions sur toute la famille, en bon père de famille, tu dis, je revois la copie, mais l'infraction est toujours là, donc, mais la sanction que j'avais voulu, je redirige la sanction autrement. Parce que vous savez, ce ne sont pas... Nous parlons sur ce plateau des populations nigériennes, mais le Bénin aussi en fait les frais. Mais est-ce que on peut implicitement accuser le Bénin d'avoir appliqué une sanction de la communauté à laquelle elle fait partie? Non, on ne peut pas jeter de l'anathème sur le Bénin. Le Bénin a choisi, a fait cette option tout en sachant les implications et les conséquences que cela aurait. Donc on peut qualifier le Bénin de n'importe quel nom, mais je dirais que le Bénin est également dans une logique parce qu'ils ont participé à cette prise de décision. Mais cela ne voudrait pas dire que le Bénin est à considérer comme un diable, comme les autres pays qui ont également entériné. Et à côté du Bénin, on sait, le Togo n'est pas dans cette logique-là. Le Togo n'est pas dans cette logique et des efforts sont faits par le chef d'État togolais afin que la discussion, le dialogue puisse toujours être de mise entre le Niger et la CEDEAO. Vous savez, c'est une question d'évolution. Nous avions également dit, il y a le principe de l'inviolabilité des frontières, qui est l'un des principes très importants au niveau de la CEDEAO. Maintenant, tablons ou bien amenons les chefs d'État de la CEDEAO à revoir leur copie dans l'intérêt des peuples de la CEDEAO. Merci beaucoup. Et je rappelle, on ne diabolise pas le Bénin. Il n'est pas question de diaboliser le Bénin. Vous avez bien utilisé, il a fait le choix. Quand on choisit faire quelque chose, ça veut dire que c'est un choix qu'on a établi. C'est une volonté manifeste. Pourquoi le Togo ne fait pas autant que le Bénin? Alors, nous reviendrons tout à l'heure, s'il vous plaît. On va pas refaire le débat. On va pas refaire ce débat, s'il vous plaît. Le Bénin est dans sa logique parce que le Bénin, ayant fait ce choix politique, ne peut pas se contredire. Maintenant, on ne va pas passer tout notre temps à critiquer, à diaboliser les États qui ont pris. Ils ont fait leur choix. Et un choix est toujours fait avec des conséquences. Donc, ce n'est pas uniquement le Bénin qui doit assumer. Donc, on a vu la position du Sénégal. On a vu la position de la Côte d'Ivoire aussi. Maintenant, ce que je dis, plaidons sur ce plateau afin que les autorités de la CEDEAO revoient leur copie. On a toujours plaidé, mais la copie est toujours restée comme ça. Non. Et un silence coupable qui ne dit pas sur ce débat. Credo, s'il vous plaît. Nous ne savons pas ce qu'on met dans ce silence-là. Nous allons revenir sur ces choix du Bénin qui sont critiqués par le Niger. Il prend des sanctions. Nous allons revenir tout à l'heure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons revenir tout à l'heure sur les choix du Bénin qui sont critiqués surtout au Niger. Nous allons marquer la pause, puis on y revient tout de suite.